La grande chancellerie d'Hitler, la mégalomanie incarnée, l'emblème de sa prétention à dominer le monde. Das Werk spricht am Ende dann für sich. Jeder Einzelne hat mitgeholfen an einem Baudenkmal, das viele Jahrhunderte überdauern wird und das von unserer Zeit zeugen wird. Das erste Bauwerk des neuen Großdeutschen Reiches. C'est ici qu'Hitler planifie la guerre. Un abri à 6 mètres sous terre, où la mégalomanie prend fin avec le suicide du Führer. La nouvelle chancellerie du Reich, édifiée pour l'éternité. Après la guerre, bombardée, rasée. Pourtant, c'est un lieu qui reste chargé de mythes, légendes et secrets. Nous voici au centre de la capitale allemande, Berlin, entre le mémorial de l'Holocauste et la Potsdamer Platz. C'est ici que le Reich allemand fut dirigé pendant des décennies. Lorsqu'on l'ignore, difficile de deviner qu'à l'endroit où s'élèvent aujourd'hui les immeubles préfabriqués de la RDA, se trouvait autrefois le centre de décision d'Adolf Hitler. La nouvelle chancellerie du Reich, située sur la Vossstraße, est créée sur mesure par l'architecte attitré d'Hitler pour son Führer. Hitler a affirmé, en tant que chancelier du Reich, dans ce bâtiment, je suis l'égal de n'importe quel empereur, de n'importe quel souverain. Monumental, rectangulaire, saillant. De la pierre à profusion, aucune décoration, peu de couleurs. Cet édifice est conçu pour inférioriser ses visiteurs. Son architecture est le cadre d'une puissance impitoyable, calculatrice et brutale. C'était un décor de théâtre, une scène d'où le Führer projetait de conquérir le monde. Le cœur du pouvoir, où Hitler célèbre ses victoires et où il met un terme à son existence d'un coup de pistolet. Des hordes de touristes se pressent ici, en quête d'un monument historique dont il n'existe plus aucune trace. C'était le côté sombre du pouvoir, ces mois passés dans les salles souterraines. Il y organisait des fêtes, jouait avec sa chienne Blondie et continuait à détruire le monde. L'endroit où le monstre vivait. C'est ce qui est fascinant. À l'époque de la RDA, quand les urbanistes est-allemands reconstruisent par-dessus le site, ils font comme si la chancellerie du Reich n'avait jamais existé. La cour par où entraient les voitures des dignitaires et où s'élevait la statue d'Arno Breker accueille aujourd'hui une école maternelle. Les vestiges de l'abri principal où Adolf Hitler s'est donné la mort se trouvent toujours sous un parking. Jusqu'en 2006, le site n'indiquait aucune information à ce propos. C'est pour ça que les guides touristiques racontaient les histoires les plus farfelues. Des balivernes selon lesquelles Hitler se serait échappé en Antarctique dans un sous-marin nucléaire et autres sornettes. Tout ça, ce sont des rumeurs liées à l'histoire du Führerbunker. Hitler et sa chancellerie du Reich. Un sujet ouvert à toutes sortes d'interprétations. Le mythe et la vérité qui entourent ce lieu attirent toujours des historiens, professionnels comme amateurs, et bien d'autres passionnés.
L'infographiste Christoph Neubauer travaille sur la chancellerie du Reich depuis 2004. Il reconstitue ce lieu historique millimètre par millimètre et recrée les bâtiments en réalité virtuelle. Quand je regarde la Wilhelmstrasse, ce que j'ai en fait à l'esprit, ce sont les anciens bâtiments. Je m'interroge, qu'est-ce qui se trouvait à cet endroit exact? L'entrée? Le portail se situait-il ici? Est-ce par là que le véhicule d'Hitler entrait dans la cour d'honneur? Est-ce possible de reproduire dans les moindres détails un bâtiment de plus de 400 mètres de longueur et de 22 mètres de hauteur? Christoph Neubauer rencontre de nombreuses difficultés. Il existe toutes sortes de données concernant l'épaisseur des plafonds et les éléments architecturaux. Je me suis rapidement rendu compte que je devais laisser tout ça de côté et recommencer à zéro. Christoph Neubauer a analysé plus de 20 000 photographies, illustrations et de vieux plans de l'édifice. Les quelques mois qu'aurait dû prendre ce travail se sont depuis transformés en années. J'essaye de comprendre le bâtiment. Aucune puissance au monde ne me fera sortir d'ici vivant. C'est ce qu'Hitler aurait déclaré le 30 janvier 1933, lorsqu'il emménage dans l'ancienne chancellerie du Reich. Il accueille les manifestations d'allégresse de ses partisans depuis une fenêtre mal éclairée. Cela nuit à la propagande d'un homme qui se soucie constamment de son image. L'ancienne chancellerie du Reich sur la Wilhelmstrasse. 5 ans auparavant, le bâtiment a été considérablement agrandi suite à la construction d'une annexe. Pourtant, Hitler se sent encore trop à l'étroit. Il méprise tout ce qui évoque l'esprit démocratique de la République de Weimar. Il est complètement hostile à la simplicité austère de son nouveau bureau. Ce n'était pas du tout ce qu'Hitler envisageait. Il a rejeté l'édifice d'emblée. Il pensait qu'au mieux, cela pourrait être le siège d'une savonnerie. Derrière la façade de l'ancienne chancellerie, le nouveau maître des lieux a déjà décidé de tout transformer pour satisfaire à ses exigences. Le premier changement extérieur consiste en l'ajout d'un balcon. Dès 1935, Hitler peut enfin saluer son peuple, comme il sied à un souverain. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, chaque construction officielle ou publique, un tant soit peu sérieuse, comprenait un balcon. Pourquoi? Parce que cela lui conférait l'aura d'un bâtiment où le Führer pouvait apparaître. Il décore immédiatement l'intérieur de l'ancienne chancellerie, qui est en service depuis 1875, avec des symboles de la nouvelle ère. Côté jardin, il ajoute une nouvelle salle de réception spacieuse. L'existence, sous cette nouvelle pièce, d'un abri anti-aérien à l'épreuve des bombes n'est pas dévoilée publiquement. Un secret d'État. Ce bunker n'a pas été construit à cause d'un danger imminent de conflit, mais parce que le pouvoir en place du Troisième Reich savait que la guerre arrivait. Cela faisait partie de leurs intentions. Ils s'y préparaient déjà. Les changements mineurs apportés à l'ancienne chancellerie ne suffisent pas à Hitler. Son état d'esprit est radicalement à l'opposé. Hitler considère Albert Speer, ici à l'arrière-plan, comme l'architecte capable de réaliser un monument à hauteur de son excellence et de sa majesté.
Voici un plan de base esquissé par Hitler lui-même en 1935. L'envergure du nouvel édifice doit surpasser celle de l'ancien cœur du pouvoir de plusieurs centaines de mètres. Il voulait de longs couloirs. Il voulait une salle de réception. Il voulait un bureau. Il n'était intéressé par rien d'autre que sa propre grandeur. Speer, nommé inspecteur général des bâtiments à titre personnel par Hitler, doit étancher la soif de monumentalité du Führer. Speer cherchait toujours à anticiper les souhaits du Führer et à en faire davantage. Si Hitler demandait 100 mètres, Speer proposait 120 mètres en disant « Regardez, j'ai vu un peu plus grand ». Il cherchait sans cesse l'approbation. Voici l'ancienne Vossstraße, au croisement de la Wilhelmstraße. À l'origine, le projet d'Hitler n'englobait que la moitié de la rue. Celui de Speer, la totalité. L'ensemble des bâtiments situés du côté droit devront laisser la place à la nouvelle construction. Speer couche sur papier un complexe tout en longueur, digne d'un palais. Cependant, il n'est pas certain que ces dessins auront l'effet escompté sur Hitler. Il entreprend donc d'élaborer des maquettes. Albert Speer s'est servi de techniques de l'industrie cinématographique. Il a appliqué des méthodes employées pour la construction de décors. C'était une débauche de ressources insensées. Des modèles grandeur nature ont été bâtis sur le site. Ils ont rapidement pu voir les modifications à apporter et vérifier l'exactitude des proportions. Speer est sûr de lui. En 1938, les travaux sur le bâtiment lui-même débutent. L'échéance est au départ fixée à 1940. Néanmoins, ce calendrier déjà serré est encore raccourci lorsque les plans secrets d'Hitler concernant la guerre se concrétisent. La nouvelle date d'inauguration de l'édifice est en janvier 1939. En mars 1938, depuis son balcon donnant sur la Wilhelmplatz, Hitler se délecte de la liesse populaire suite à l'annexion de l'Autriche. À 50 mètres derrière lui, les travaux sur sa nouvelle résidence battent déjà leur plein. « 4500 ouvriers du bâtiment s'affairent sans discontinuer. Les matériaux sont acheminés sur le chantier colossal depuis les quatre coins du pays. L'argent n'est pas un obstacle. Seul compte la rapidité. En août 1938, la façade du bâtiment est achevée. Hitler se rend à la cérémonie marquant l'achèvement du gros œuvre. Das ist jetzt, meine Volksgenossen, kein amerikanisches Tempo mehr, das ist jetzt schon das deutsche Tempo. Hitler se préoccupe de l'image qu'il renverra aux diplomates du monde entier lors de la réception du Nouvel An. Il révèle sans embâge les faits qu'il souhaite produire. Sie werden auf dem langen Weg vom Eingang bis zum Empfangssaal werden Sie schon etwas abbekommen von der Größe des Deutschen Reiches. Janvier 1939. Hitler et Speer inspectent leur premier édifice du Reich grand allemand. Les travaux se poursuivent toujours et laissent beaucoup de place à l'improvisation. Pourtant, la machine de propagande ne tarit déjà pas d'éloges sur le nouveau palais du Führer et s'extasie sur la rapidité des constructions en Allemagne. Le Führer a offert à la capitale du Reich un nouveau bâtiment prestigieux. En 9 mois seulement, l'édification de la nouvelle chancellerie a été menée à terme. Sur une période de 9 mois, Speer est censé avoir mené les travaux de planification, de logistique et de construction. La légende persistera pendant des décennies. En réalité, le projet a commencé dès 1936.
Il voulait exprimer la détermination, la puissance et la nature formidable du nouveau régime. Bien entendu, une durée de construction réduite, mais banale, n'aurait pas suffi à transmettre cela. La réception du Nouvel An a lieu le 12 janvier comme prévu. Le tour de chauffe d'une stratégie complexe visant à impressionner le banc et l'arrière-banc. Depuis la cour, les visiteurs traversent une série de pièces démesurées. À chaque pas, les attentes envers la personne que vous allez rencontrer s'amplifient. Cette architecture est conçue pour être écrasante. Vous vous sentez petit et vous êtes submergé par la grandeur et le charisme de l'autre. La salle des mosaïques. Les visiteurs se retrouvent dans une pièce longue de 46 mètres et haute de 16 mètres, aux murs revêtus d'une pierre glacée, rouge et polie. Ils avaient construit de longues pièces afin de créer une sorte d'effet tunnel. Au cours de la marche interminable qui vous séparait du Führer, vous commenciez à avoir mal aux pieds. La galerie des glaces. 2 fois plus longue que son modèle. Hitler est obsédé par l'idée d'effacer l'humiliation subie par l'Allemagne avec le traité de Versailles. Avant d'arriver dans le cabinet de travail d'Hitler, vous aviez parcouru 250 mètres, submergé par la profusion de faste et de magnificence. Puis arrive la soupape émotionnelle, l'apogée pour ainsi dire, lorsqu'on pénètre enfin dans cette pièce. L'accès se fait par une porte haute de 5 mètres. Ces pavillons d'entrée sont incroyablement hauts et les encadrements laissent une forte impression. Il faut presque se recroqueviller mentalement pour passer. C'est l'effet escompté. Rabaisser ceux qui doivent passer par ces portes. Le bureau d'Hitler est une scène de 400 mètres carrés. Tout est démesuré. Les fenêtres, les meubles, le tapis orné d'une croix gammée, la peinture représentant la bataille de Teutoburg. Un globe terrestre fait sur mesure. Il était vraiment plus volumineux qu'un globe normal. Ou encore la table, où l'on pouvait déplier assez de cartes pour représenter la planète. Rien de tout cela n'avait été conçu à des fins de travail, mais, encore une fois, comme le décor d'une pièce intitulée « De la conquête du monde ». Le cœur de la pièce est le bureau colossal, long de 3,50 m et décoré d'une représentation de Mars, le dieu de la guerre. Je ne crois pas qu'il existe une seule photo d'Hitler assis à son bureau. Ça aurait rendu le décalage entre l'énorme meuble et Hitler bien trop voyant. Ironie de l'histoire, la folie des grandeurs du Führer le fait paraître minuscule. Voici le film de propagande « La parole faite pierre », la nouvelle chancellerie du Reich dans toute sa splendeur stérile. Pièce totalement vide, architecture pure, musique au service de l'idée. L'achèvement de l'édifice est également accompagné de la publication d'un riche ouvrage intitulé « La nouvelle chancellerie du Reich ». Le texte parle de volonté d'exception et d'excellence, du courage de se surpasser. Le jardin situé à l'avant de la nouvelle chancellerie du Reich. Un palais conçu pour un souverain. Un temple au national-socialisme. Les chapiteaux des colonnes situées devant le cabinet d'Hitler sont dorés à leur fin. Cependant, en coulisses, les défauts sont nombreux.
Dans les faits, l'architecture de Speer s'avère tout sauf idéale. Le travail d'architecture n'était pas du tout abouti. Ils étaient tellement obnubilés par la scénographie de l'intérieur et de l'extérieur qu'ils ont négligé le fonctionnement pratique de l'édifice. En effet, la chancellerie aurait également dû servir de bâtiment administratif, abritant les bureaux de nombreux fonctionnaires. Il y avait des entrées gigantesques, grandioses, qui ne menaient nulle part, avec 2 soldats montant la garde. Une pure mise en scène. Quand on regarde les plans, on voit qu'on se trouvait face à un mur. Ils ont suggéré une profondeur qui n'existait pas. Hitler ne s'embarrasse pas de ce genre de détails. Dans le futur, il s'imagine non seulement comme le maître du monde, mais aussi comme le plus grand architecte de tous les temps. Très rapidement, il annonce le projet d'une nouvelle chancellerie, qui ferait partie de la capitale du monde, Germania. Hitler est obnubilé par cette idée jusqu'au bout. Avec Speer, il prévoit la rénovation de Berlin après les grandes campagnes militaires. Alors qu'Hitler se lance à corps perdu dans la guerre, son rêve de domination planétaire semble pour un temps sur le point de se réaliser. L'un de ses plus grands triomphes est la défaite de la France, pour laquelle il organise à Berlin une fête impériale en son propre honneur. Les rues de la station Anhalter à la chancellerie du Reich sont jonchées de fleurs. Tout un chacun veut être de la partie pour remercier personnellement le Führer. C'était la première fois que je visitais la chancellerie du Reich de mon plein gré et que j'apercevais Hitler. C'était merveilleux, parce qu'il avait toujours été présenté comme un demi-dieu. Le voir en personne, même de loin, quelle expérience extraordinaire. Sous les vivas frénétiques de la foule, le souverain victorieux descend la Wilhelmstrasse. Voici Hitler dans sa nouvelle chancellerie du Reich. Tout est à présent centré sur la guerre. Des bâtons de maréchal disposés sur l'immense table à cartes sont destinés aux chefs militaires victorieux. Hitler à l'apogée de sa puissance. Dans sa nouvelle chancellerie du Reich, le Führer reçoit ses alliés les plus fidèles comme les plus récents. Le ministre soviétique des Affaires étrangères, Molotov, visite également Berlin en novembre 1940. Depuis le pacte inattendu entre Hitler et Staline, il semble qu'aujourd'hui, les anciens ennemis font chacun le jeu de l'autre. Les pourparlers se sont déroulés dans une atmosphère de confiance mutuelle, débouchant sur un accord portant sur l'ensemble des points d'intérêt commun. Pourtant, les apparences sont trompeuses. À cet instant, Hitler a déjà décidé d'envahir l'Union soviétique. Tout et tous sont mis à contribution pour l'effort de guerre. La campagne de propagande pour mobiliser les ressources destinées au front englobe même la nouvelle chancellerie du Reich. Dans la nouvelle chancellerie du Reich également, les éclairages et les radiateurs sont retirés et ajoutés à la collecte de métal pour les armements. Transporté par camion et par bateau, le métal est récupéré pour être fondu. Après les premières victoires, les ombres de la guerre commencent à se déployer sur la chancellerie du Reich.
Dans la pénombre solennelle de la salle des mosaïques, les hommages rendus par Hitler aux généraux tombés se succèdent de plus en plus fréquemment. L'étendard indiquant la présence d'Hitler sur les lieux ne flotte que peu souvent. Hitler était rarement à Berlin les dernières années. La chancellerie était un grand bâtiment vide. Elle était entretenue et chauffée pour pouvoir accueillir Hitler sur le champ quand il venait. Après avoir lancé l'invasion de l'URSS en 1941, Hitler passe la majorité de son temps à son quartier général en Prusse orientale ou dans sa résidence secondaire du Berghof, située dans les Alpes. Il est en compagnie d'Eva Braun, qui est à ses côtés depuis 1936. Celle-ci aime réaliser de petits films. Hitler avec une loupe, Hitler avec Speer, Hitler et son berger allemand Blondie. Étonnamment, Eva Braun n'immortalise pas sur la pellicule la chancellerie du Reich à Berlin, bien qu'elle y réside en compagnie d'Hitler. Ne restent que ces images des célébrations de la victoire de 1940. Hitler descend dans la cour de la chancellerie du Reich. Capturée par les images d'actualité, mais à peine visible, Eva Braun, à la fenêtre, avec sa caméra. La vie privée d'Hitler à la chancellerie du Reich demeure un mystère. 1943. Les apparitions des bombardiers alliés dans les cieux berlinois se multiplient. Ces engins sont chargés d'une toute nouvelle génération de bombes. Sitôt après, Adolf Hitler, qui était dans sa tanière du Loup en Prusse occidentale, a ordonné la construction d'un nouveau Führerbunker, capable de résister à ces nouvelles bombes de gros calibre. Une priorité absolue a été assignée à cette tâche. Le nouveau Führerbunker doit être bâti, camouflé par le jardin de la nouvelle chancellerie du Reich, à plus de 8 mètres sous terre. Un terrier de béton et d'acier, à proximité immédiate de l'abri existant. La même surface, mais plus profonde et plus sûre. Le toit en béton armé fait 4 mètres d'épaisseur. Il faut attendre jusqu'à l'automne 1944 pour que le béton prenne. Depuis le sol, seul le bloc couvrant la sortie de secours vers le jardin est visible. Ces abris étaient très petits comparés aux espaces où Hitler avait l'habitude de vivre. Ils étaient purement fonctionnels. De minuscules pièces faisant rarement plus de 10 ou 12 mètres carrés. Leur exiguïté était étouffante. L'univers souterrain d'Hitler. Bureaux, chambres, penderies et salles de bain. Point de faste, d'ostentation ou de globe terrestre. Une autre variation de l'architecture d'intimidation, mais cette fois-ci, c'est au maître des lieux d'être oppressé. L'important n'est plus d'impressionner le monde, c'était de tenir le plus longtemps possible. Rien d'autre. L'ennemi se rapproche. En janvier 1945, l'armée rouge n'est qu'à 100 km de Berlin. L'assaut sur la capitale du Reich allemand débute. Hitler prend le commandement de la bataille pour défendre la ville. Après son arrivée à Berlin le 16 janvier, il est déterminé à tenir la chancellerie du Reich. 2 jours plus tard, les dernières réserves militaires du Führer sont regroupées devant l'édifice. Le 18 janvier, j'étais sur la Wilhelmplatz avec le Volkssturm, la milice populaire. Je n'avais pas encore 15 ans. Ce jour-là, alors que presque tout était perdu, Goebbels a fait un discours. Nos murs peuvent se briser, mais pas nos cœurs. Aujourd'hui, ce serait impensable. Il nous a exhortés à défendre la capitale du Reich jusqu'à la dernière goutte de sang, si nécessaire. 2 mois plus tard, les jeunes recrues de la Volkssturm assistent à la dernière apparition officielle d'Hitler, dans le jardin situé devant la chancellerie du Reich. J'avais été déployé dans le district gouvernemental. Puis toute la zone a été bouclée. On nous a dit que le Führer arrivait.
quelque chose se passait. De loin, je pouvais apercevoir Hitler. C'était sa dernière apparition. Le Führer, visiblement accablé, retourne ensuite dans son terrier de béton, où il s'est retiré avec Eva Braun depuis début mars. Le 20 avril, l'armée rouge atteint la périphérie de Berlin. La chancellerie du Reich est à présent à portée de l'artillerie soviétique. Hitler fête son 56e anniversaire au grondement des échanges de tirs. La célébration finale, l'ultime engagement officiel. Le livre d'or est ouvert pour la dernière fois. Selon ce document méticuleusement tenu depuis 1939 et longtemps cru égaré, le dernier visiteur est l'ambassadeur de Thaïlande, le 20 avril 1945. La dernière photo d'Hitler. Les opinions divergent quant à l'endroit exact de la chancellerie du Reich où le cliché aurait été pris. C'est probable qu'il soit sorti de l'abri le plus profond, qu'il ait grimpé les marches menant à l'ancien bunker, puis qu'il soit monté dans la salle à manger de son appartement. On sait que l'avant-dernière photo y a sûrement été prise, parce que les meubles en arrière-plan ont été identifiés. La suivante aurait donc été prise à proximité, près de l'entrée du conservatoire. C'est mon hypothèse actuelle. Le sort du Troisième Reich est scellé. L'homme qui voulait conquérir le monde est prisonnier de son bunker, à 6 mètres sous terre. Le 29 avril, Hitler et Eva Braun se marient dans leur donjon souterrain. Le lendemain, ils mettent tous deux fin à leur existence. Le quartier général du Führer a annoncé cet après-midi qu'à son poste de commandement de la chancellerie du Reich, notre Führer Adolf Hitler, qui a combattu le bolchevisme jusqu'à son dernier souffle, a donné sa vie pour l'Allemagne. Le dernier mensonge de la chancellerie du Reich. Le 2 mai, le général Weidling, commandant de la zone de défense de Berlin, capitule. Peu avant, ces hommes se sont réfugiés dans les caves de la nouvelle chancellerie du Reich. Le bâtiment n'est plus un centre de pouvoir, mais une coquille de pierre. Les soldats soviétiques occupent l'ancien siège gouvernemental. L'entrée était démesurée. On aurait dit un immeuble de 10 étages. À côté, en tant qu'être humain, on se sentait comme un vulgaire insecte. Les colonnes étaient énormes, imposantes. Quand je suis entré dans le cabinet de travail d'Hitler, j'ai été stupéfait par la taille de la pièce. La distance entre la porte et le mur extérieur semblait mesurer près de 50 mètres. Il y avait un bureau vaste comme un terrain de football. Dans le coin, au fond, un énorme globe terrestre. Je m'en suis approché pour voir la distance de Stalingrad à Berlin, la distance que j'avais parcourue. Les conquérants de la chancellerie du Reich savourent leur victoire sur Hitler. En parallèle, nos services secrets étaient sur place pour chercher Hitler. Ce sont les corps de Goebbels et de sa femme qui sont découverts en premier. Le lendemain, les dépouilles de leurs 6 enfants qu'ils ont empoisonnés sont retrouvées dans le bunker. Qu'en est-il d'Hitler? Ce jour-là, le 2 mai, les Soviétiques semblent avoir trouvé ce qu'ils cherchaient. Un cadavre qui ressemble à Hitler. Cependant, l'homme porte des chaussettes reprisées, ce que le Führer n'aurait jamais fait. Une enquête a été menée. C'était un processus d'identification inhabituel. Le général Vadis a pris une feuille de papier et l'a divisée en 2. On a montré le corps à tous les soldats allemands faits prisonniers et on leur a demandé « Est-ce Hitler ou non ?»
Ceux qui répondaient par l'affirmative étaient placés à gauche et par la négative à droite. Ce n'était pas Hitler. 2 jours plus tard, dans un cratère de bombe à proximité de l'abri, une équipe de recherche tombe sur des restes humains calcinés. Les dépouilles d'un homme, d'une femme et d'un chien. Suite à l'autopsie, les experts médico-légaux sont formels. Ils ont identifié Hitler. Staline est immédiatement informé. La certitude quant au décès du Führer est cachée au reste du monde. Cela laisse cours aux rumeurs les plus folles. Le New York Times a même publié des avis de recherche d'Adolf Hitler, portant plusieurs perruques, avec différentes moustaches ou une barbe, pour montrer à quoi il pourrait ressembler. Le président des États-Unis, Harry Truman, inspecte les lieux où la vie du grand dictateur a pris fin. Staline ne visite pas la chancellerie du Reich. Pourquoi ? Encore aujourd'hui, ces raisons restent obscures. Tout du moins, ses plus proches associés, Molotov, qui a déjà visité une fois les lieux en 1940, et Beria, le chef de la police secrète, se rendent sur place. Malgré toutes les preuves confirmant la disparition d'Hitler, Staline demeure sceptique. Le Führer l'a déjà trompé lorsqu'il a enfreint le pacte de non-agression en 1941. Staline craignait qu'Hitler ne le ridiculise de nouveau par un stratagème élaboré. À plusieurs reprises, il a ordonné que tout soit encore examiné, car il voulait absolument en être certain. En 1946, un an après l'analyse par les spécialistes soviétiques de l'ensemble des preuves, les ruines de la chancellerie du Reich sont de nouveau fouillées. Sous le nom de code Opération Mythe, le site est cartographié et photographié en intégralité par les services secrets de l'URSS. Les lieux sont une fois de plus passés au peigne fin, avec succès. Dans le cratère de la bombe, où les restes d'Hitler et d'Eva Braun avaient été retrouvés, un autre morceau du crâne du Führer a été découvert, portant les traces d'une blessure par balle. L'ossement d'Hitler a disparu dans une archive secrète moscovite. Le décès d'Hitler doit-il rester un secret d'État ? Le trou laissé par la munition éclaircirait les circonstances de la disparition d'Hitler une bonne fois pour toutes. Cependant, cette blessure par balle contredit la légende soviétique selon laquelle le Führer était trop lâche pour se suicider avec une arme à feu. Jusqu'à la fin de l'URSS, Moscou maintient qu'Hitler est mort empoisonné. Cependant, un doute persiste quant à l'authenticité du crâne. Voici d'autres preuves de cette fin sanglante, une partie du divan où Hitler a expiré et le dossier de photographie spécialement préparé en 1946 pour Staline. Ces clichés aident à convaincre le petit père des peuples qu'Hitler est bel et bien mort. Pourtant, ces doutes persistent. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ancien centre du pouvoir nazi au cœur de Berlin perd peu à peu de son horreur, mais la fascination reste intacte. Avec l'occupation de l'ancienne capitale du Reich par les Alliés, la première vague de tourisme d'après-guerre déferle sur l'océan des décombres. Voici des séquences en couleurs rares, tournées par les soldats américains.
de la nouvelle chancellerie du Reich, le décor du palais d'Hitler exerce une attraction magnétique sur les touristes. Pendant ce temps, l'architecte de cet édifice opulent, Albert Speer, est jugé pour crime de guerre à Nuremberg, mais échappe à la peine de mort. Alors qu'il est conduit à sa prison berlinoise, il peut apercevoir son œuvre depuis les airs, en ruine, mais reconnaissable. Cependant, la chancellerie du Reich est située dans le secteur occupé par les soviétiques. Ces derniers n'apprécient ni l'esthétique des bâtiments, ni le tourisme hitlérien qu'elle génère. Ils ne souhaitent certainement pas que le site devienne un lieu de pèlerinage pour les sympathisants nazis. Il a été décidé de faire sauter l'ensemble de l'édifice pour empêcher que la chancellerie du Reich ne se transforme en lieu de culte pour ceux qui adhéraient au national-socialisme. En 1947, les soviétiques décident de raser complètement la chancellerie du Reich. Petit à petit, tous les vestiges de la chancellerie du Reich situés en surface disparaissent. Séparés des montagnes de débris, les matériaux de construction tels que les briques et les dalles de béton sont transportés pour être réutilisés. Pendant des années, la rumeur laisse entendre que le marbre ayant servi pour la station de métro située directement sur l'ancienne Wilhelmplatz et réouverte en 1950 provient des restes de la nouvelle chancellerie du Reich. Ce n'est qu'une légende selon de nombreux experts. Néanmoins, d'autres sont convaincus qu'il s'agit bien de la décision prise par les autorités est-allemandes de l'époque. Le temps des mythes et des légendes se prolonge. En 1950, l'opulent édifice de Speer a enfin disparu du paysage berlinois. Cependant, les restes de béton du Führerbunker s'avèrent indestructibles. Toutes les tentatives de les réduire en poussière ont échoué. Au final, les reliquats sont simplement enterrés. Quand le mur de Berlin est érigé en 1961, le site de la chancellerie du Reich d'Hitler disparaît dans le couloir de la mort de la zone tampon. L'ensemble des lieux, entourés de légendes, plonge dans une longue période de dormance derrière une barrière de fils barbelés et de béton. Pendant longtemps, en RDA communiste, personne ne s'intéresse à la chancellerie du Reich. En 1968, les journaux de Berlin-Ouest ont commencé à rapporter qu'il existait des tunnels souterrains sous le parc de Tiergarten, ce qui était exact. Peut-être reliait-il aussi Berlin-Est, qui n'était qu'à quelques centaines de mètres. Immédiatement, le ministère est-allemand de la sécurité de l'État a mis sur pied une commission de haut niveau pour enquêter sur ces installations souterraines. La Stasi creuse toute la section bordant la frontière, mettant au jour une grande partie du vaste complexe d'abris et de tunnels. Au cours de l'opération, des fragments du journal de Goebbels sont découverts, mais ceux-ci n'intéressent pas particulièrement la Stasi. Ce qui importe au ministère est d'empêcher la fuite depuis Berlin-Est par les tunnels. Cette question est rapidement réglée. Dans les années 80, le problème posé par l'ensemble de bunkers à la frontière refait surface.
En 1984, la RDA a décidé de renforcer le mur de Berlin et autant que possible de bloquer la vue de Berlin-Ouest depuis l'Est. Une nouvelle zone résidentielle importante devait être construite sur la Wilhelmstrasse. À ce moment-là, la Stasi était même prête à réduire la largeur du couloir de la mort. Des rumeurs selon lesquelles les travaux avaient révélé des bâtiments nazis se sont répandues. En mai 1988, l'artiste est-berlinois Erhard Schreyer entend parler des édifices souterrains et décide de tirer les choses au clair. Un groupe de 5 ou 6 ouvriers du bâtiment discutait entre eux. Alors, je me suis approché. Ils étaient méfiants au départ. Après tout, ils ne me connaissaient pas. Et nous étions dans la zone interdite, avec le couloir de la mort juste à côté. L'un d'entre eux m'a pris à part et m'a confié « On fait exploser le bunker d'Adolf ». J'ai répondu « Comment ça ? Où ? Je ne vois rien ». Il m'a souri et a répliqué « Juste sous tes pieds ». Erhard Schreyer décide de mener une expédition à haut risque dans le passé. Il s'équipe d'une caméra, d'un mètre ruban et de matériel de dessin. Un mois plus tôt, une équipe cinématographique de Berlin-Est a réussi à filmer le labyrinthe souterrain. Voici les seules images des installations du Führerbunker. C'était un endroit étrange. Le silence interrompu seulement par le bruit des gouttes d'eau. C'était surnaturel, en quelque sorte. Et toujours ce... C'était le seul son, les gouttes, l'unique signe de vie dans ce sarcophage. Erhard Schreyer est depuis hanté par les visions de ce lieu. Des années plus tard, il couche toujours ses impressions sur papier et sur toile. Une cave sous la chancellerie du Reich. Le passage bloqué de l'abri supérieur à l'abri inférieur. Il possède encore des luminaires, des câbles, des morceaux d'armature de béton, de tuyaux, provenant tous du bunker d'Hitler. Pendant 5 mois au cours de l'année 1988, Erhard Schreyer peut explorer le site de construction spéciale, comme il est surnommé. Il en résulte des centaines de croquis et de photographies. Ce sont les derniers clichés du bunker. Je faisais du reportage sans fioriture. Ce que tu vois, ce qui existe, immortalise-le tel qu'il est. Schreyer rend aussi minutieusement compte des travaux de construction. Fin 1988, le bunker empreint d'histoire et de mythes est totalement démoli et ses vestiges évacués. Il est remplacé par des appartements communistes pour plusieurs milliers de personnes. L'horreur des lieux a-t-elle été cachée, supprimée, oubliée ? Cependant, avec la chute du mur, le site se retrouve de nouveau soudainement au cœur de Berlin. À présent, journalistes et historiens sont libres d'enquêter sur un endroit défendu pendant près de 30 ans. Voici l'exploration du parc automobile souterrain d'Hitler.
L'histoire vous sautait au cou. Elle vous coupait le souffle. J'en suis vraiment restée sans voix. C'était si réel, si direct d'un coup. Un débat houleux s'engage sur l'avenir des restes du bunker. S'ils étaient ouverts au public, cela ne risquerait-il pas d'attirer une horde de touristes hitlériens? Devait-il être évacué comme le reste de la chancellerie du Reich? Fallait-il créer un mémorial? Au final, le bunker est scellé. Progressivement, le site se recouvre de nouvelles constructions. Les dernières traces de l'histoire disparaissent. On a vraiment ouvert la boîte de Pandore. Aujourd'hui, c'est un mélange d'immeubles préfabriqués, de stands de saucisses, de boutiques de souvenirs, etc. Un véritable cirque international. À part quelques panneaux d'information, l'ancien centre de pouvoir du national-socialisme est aujourd'hui presque imperceptible dans le paysage berlinois. Aucune autre ville n'a été aussi marquée par la fragmentation de l'histoire allemande que Berlin.